Bonjour. Avec cette rubrique, nous prétendons raconter un peu de l'histoire de la Bourdonnette, de notre quartier, sans aucune prétention historique, car nous ne sommes pas des historiens, mais nous chercherons tout de même à cerner un peu toute l'histoire de la préparation et de la construction de ce quartier en restant concis, curieux et le plus léger possible. Aujourd'hui, nous avons avec nous M. de Sarzan, l'architecte de notre quartier. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je suis heureux de vous rencontrer. Mais c'est de même. Pour parler un peu de toute cette histoire qui je pense doit être une longue histoire. Grâce à vous, une longue histoire intéressante. Première question que j'aimerais vous poser, savez-vous qui est à l'origine de ce quartier? Quelle personne ou quel organisme a eu l'idée de créer d'un seul coup un quartier entièrement nouveau et situé à l'extrême pointe de la commune? Alors c'est la suite d'une initiative du conseil communal d'une action 1963 de logement où cette zone en limite de la commune de Chavannes devait être dédiée à de l'habitat subventionné. J'ai été mandaté pour construire cette zone d'après un modèle qui s'inspirait des bâtiments préfabriqués faits à Aigle dans le cadre d'une future implantation d'une raffinerie de pétrole. Et refusant de mettre une barre derrière l'autre avec une occupation successive des appartements et en laissant un espace vide au centre pour ceux qui éventuellement voudraient s'occuper d'équipements sociaux, culturels, commerciaux, etc. Devant le syndic Chevalat, Georges-André Chevalat de l'époque et son directeur des travaux, j'ai ouvert le bottin du téléphone en disant « Ce que vous me donnez à faire, c'est environ des logements pour 2200 personnes. » Alors 2200 personnes, c'est pas des barres successives, c'est une petite communauté. Alors j'ai pris l'initiative de me lancer dans la définition de cette communauté des équipements et j'ai consacré une année à faire tout un rapport initial sur tout ce que devait contenir la Bourdonnette. Donc je peux dire que si elle a la forme qu'elle a, j'en suis l'entier responsable. Cette idée nouvelle dont nous venons de parler, a-t-elle reçu d'emblée un accueil favorable ou bien a-t-il fallu beaucoup lutter pour l'imposer d'abord et la réaliser? Elle a reçu un accueil favorable de M. Georges-André Chevalat, syndic, de M. Dutoit, de M. Marinda qui s'occupait du logement, mais de tout le reste du monde politique et autres absolument défavorable. Pour deux raisons. L'une, c'est d'abord que la commune enlevait au portefeuille des promoteurs immobiliers quelques 500 logements. Et deuxièmement, il fallait construire tout de suite. À peine mon mandat donné, ça aurait dû être bâti. Or, la solution que je proposais avait toutes les raisons d'allonger considérablement les délais. Je comprends. Alors, comment avez-vous obtenu le mandat de créer ce quartier? À la suite d'un concours, je suppose? Non, c'est pas un concours. J'avais une étude en cours dans l'ouest lausannois sur les 680 000 m² des terrains qui font la cité universitaire à l'époque, avant que l'État et la Confédération les rachètent. Et j'ai ramené la moitié du terrain de la Bourdonnette, enfin demandé à la commune de racheter la moitié de ce terrain en gros, alors que ça pouvait partir chez des promoteurs suisses-allemands pour en faire une entité telle que je souhaitais qu'elle soit faite. Entre le premier projet et la réalisation, il y a eu, je pense, beaucoup de changements, beaucoup de discussions. Et pouvez-vous nous en résumer un peu les principales étapes? Oui, alors le résumé est très très difficile, c'est une affaire très compliquée. D'abord, dans les options de départ, il était dit qu'on devait faire des appartements 3 pièces, 4 pièces d'après les normes cantonales. Or, les normes cantonales sont très restrictives, je les ai dépassées largement, ce qui m'a valu certaines remarques. En plus de ça, j'ai dû négocier avec les églises,
l'enseignement, les activités parascolaires, enfin, tout ce qu'on peut imaginer pour les occupants les occupations d'une communauté de 2200 habitants. Alors ça m'a bien pris une année, ça a été très très compliqué. Oui, je m'en doute. Et la préfabrication qu'on a voulu, parce que c'était un test, est-ce que la préfabrication est intéressante, est-ce que ça vaut la peine de la faire? Parce que ça commençait, la préfabrication chez nous. Alors là, nous avons avec Jean-Marie Yokoyama, qui fut l'ingénieur de préfabriquer avec moi, ça a été un travail énorme, qui mettrait bien une heure à développer. De mise au point. De mise au point d'études. Mais en somme, dans les rapports avec la commune, et tout, là aussi vous avez eu des changements nombreux. Oui, alors voilà, alors l'arrivée du changement. Modifié. Absolument. D'abord, il y a les services du feu qui n'a pas arrêté d'intervenir pour avoir des passages, si des passages, ça a des choses, etc. Les abris de protection civile que je souhaitais réunir en un grand bloc dans le centre pour faire salon de lavoir, atelier, etc. Ne savaient pas comment financer ça, même malgré les équations. Donc on a dû remettre les abris de protection civile dans les sous-sols. Le terrain de la Bourdonnette, qui est un terrain c'était un petit vallon avec un moulin. C'était un peu marécageux. Non, mais qui a été remblayé pour en faire un parking de l'expo. Donc c'est un terrain pas homogène et instable. Donc vous avez 32 immeubles ici, et ces 32 immeubles sont pilotés sur des pilotis qui vont entre 14 et 22 mètres de profondeur avant de recevoir l'assise de béton qui les supporte. Et comme ils sont préfabriqués encore et qu'ils sont décalés les uns aux autres, dans le fond, les 32 immeubles sont censés travailler comme des tuyaux d'orgue indépendamment des autres. Indépendants. Et il n'y a pas de fissure encore non, aujourd'hui. En effet, encore aujourd'hui, c'est vrai. Quelles idées avez-vous établi votre plan de travail, votre projet? Est-ce que Le Corbusier a pu vous inspirer dans une certaine mesure? J'aime beaucoup Le Corbusier, mais je n'ai pas pensé à lui. Lui a une façon d'aborder l'architecture qui passe de la volonté formaliste de répondre à certains critères qui s'étaient définis. Moi, je mets l'homme au début. Et j'ai dit, il y a 2200 habitants à vivre, comment bien les faire vivre? Si vous faites une villa, vous connaissez le couple, vous finissez par connaître en détail ce qu'il est, vous faites la maison qui lui convient. Ici, il fallait admettre comment concevoir des appartements de telle façon que chacun y trouve la façon de s'y aménager. Oui. Donc j'ai déjà surdimensionné les normes à l'époque en matière de subventionnés, qui étaient très limitatives. J'ai donné toutes les pièces, sont 16 mètres carrés sauf erreur, alors que normalement c'était la chambre des parents. Et puis il y avait 2 ou 3 mètres de moins pour la première enfant, 3-4 mètres de moins pour la suivante. J'ai créé une polyvalence d'utilisation de l'appartement de telle façon que ça puisse jouer. C'est pour ça que je m'étais posé la question, parce que je me demandais si vous aviez utilisé une règle d'or, comme Le Corbusier. Alors après, on pourrait y revenir, par exemple, pour les façades. Les façades, là, il y a un cas particulier qui est très intéressant. Mais je veux dire, pour le reste, j'ai surtout dit comment il faut vivre. D'abord, vous vous apercevrez que vous avez très peu de vue directe les uns face aux autres. Dans l'implantation de la forme et des bâtiments, qui étaient au départ encore beaucoup plus décrochés, mais c'était trop cher, je voulais que chacun vive chez lui sans être influencé par les voisins. Donc si vous allez, même dans certains endroits, vous arrivez à torse nu à la fenêtre, celui qui est en face c'est trop loin pour que vous le voyez ou que ça le dérange. Il y a là une disposition recherchée à cet effet, avec une volonté de centre où se passerait comme la vie d'un village. Ce qui n'a pas été le cas pour les bâtiments qu'on est en train de construire sur les terrains creux. Derrière, alors ça, oui, j'ai vu qu'ils se bâtissaient n'importe quoi. Enfin, bon. Il y a des intervalles qui me paraissent faibles. Oui, non, mais là aussi, à l'avenue de Crozon, on fait des bâtiments à 4 mètres de façade. Un séjour qui a 4 mètres de façade, la chambre à coucher en fait. Alors, pouvez-vous me raconter un peu comment l'histoire des hôtes d'aspiration sur les cuisinières dont j'ai entendu parler, mais dont je ne suis pas sûr qu'on m'ait raconté la bonne version. Alors, des problèmes généraux, problèmes particuliers, évidemment, on entre dans des détails dont il faut bien connaître la source.
Lorsque j'ai conçu les appartements, j'estime que les locaux sanitaires, cuisine, salle de bain et WC devraient avoir des fenêtres à l'extérieur. Mon premier projet était basé comme ça dans tous les appartements. Lorsque je passais, parce que pour avoir de l'argent, passer au conseil communal, Oui, bien sûr. la gauche est intervenue en disant que je faisais du luxe. Ce qui m'a beaucoup surpris. Alors j'ai été obligé de tout fermer. Donc dans ces appartements, vous avez une colonne centrale qui contient les canalisations d'amener et de reflux des énergies. Oui. Et il y avait une hotte de ventilation. Ceci d'autant plus qu'une cuisine, si elle s'aère par la fenêtre, doit être disposée différemment que si on met une hotte. Or, dans l'aménagement global rationnel qui était convenu, la ménagère tournait le dos à la cuisine et à la fenêtre, donc il fallait qu'elle ait une hotte pour ne pas qu'on lui rabatte toutes les fumées dans la figure. Oui. À un moment donné, M. Delamurac, qui est le municipal successeur de M. Dutoit, que la Bourdonnette embêtait beaucoup parce que ce chantier n'avait pas été fini avant que prenne possession de son mandat, est venu hurler et chercher à tout prix à faire des économies, parce que nous étions en période d'inflation, et nous demandions, le maître d'ouvrage devait demander des ajustements continuels du coût, du crédit pour le coût. Alors M. Delamurac, du jour au lendemain, a fait supprimer les hottes pour économiser 350 000 francs. Ah, ouais, et il s'en est vanté au Conseil général. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour une chose astucieuse, c'est que l'assurance incendie nous a obligés à couper la hotte, la gaine des ventilations et de tous les tuyaux dans tous les 2 étages par une dalle, coupe-feu. Alors il s'est apparu la chose suivante, c'est que vous avez 2 familles superposées qui ont la tranche de hotte ensemble. Alors si une famille d'Espagnols, que j'aime bien, fait une cuisine bien relevée à l'ail, alors qu'au-dessus il y a une famille peut-être hindoue, ou je ne sais pas, une famille vaudoise, qui a d'autres odeurs, par tous les trous de tuyaux qui vont dans la gaine, l'air, les odeurs de l'étage inférieur montent à l'étage supérieur et ne peuvent pas sortir puisqu'il y a le pare-feu. Donc ça rentre dans la cuisine du bon vaudois qui est dessus. C'est une espèce de duplex en quelque sorte. Un duplex des odeurs. Oui. Alors total, il a fallu démonter toutes les cuisines pour boucher tous les trous avec une espèce de bouillasse, de glu, de laine de verre, etc. pour que l'air ne passe pas dans cette gaine. Ça a coûté 480 000 francs. Sans parler des désagréments. Oui. Non, les décisions politiques sont très coûteuses. Hein. Parlez-nous un peu de la manière dont vous avez conçu le préfabriqué. Et puis surtout, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le traitement des façades, comme vous l'avez réalisé. Dans les options de départ qui m'ont été demandées, c'était de savoir si le préfabriqué serait plus avantageux que la construction traditionnelle, comme il y avait 500 logements à faire. Alors avec Jean-Marie Yokohama, nous avons étudié tout ce qu'il y avait à se faire dans le préfabriqué, c'est-à-dire qu'il fallait se farcir la coordination modulaire. Et il y avait des entreprises qui vous fournissaient clé en main des préfabriqués déjà tout faits. C'est les seuls qui existaient. Avec Jean-Marie Yokohama, on a cherché à développer et découper la Bourdonnette en morceaux de telle façon que toutes les entreprises de maçonnerie pouvaient se procurer des moules Mann qui existent en Allemagne pour préfabriquer eux-mêmes ceci. Donc on a fait un travail énorme de décomposition de tous les éléments pour ouvrir le marché, non pas seulement aux 2 préfabricants régnants, mais à toutes les entreprises. Donc il y a eu un grand nombre d'entreprises qui ont... C'est une soumission qui devait être ouverte. Ah, oui. Si on avait pris bêtement le préfabriqué existant, on serait grandement simplifié la tâche. Oui, je comprends. Mais on espérait, à la demande des entreprises traditionnelles, qu'avec les solutions qu'on leur proposait, ils puissent agir. Or, nous étions là à une période de haute conjoncture. Les seuls qui ont répondu aux offres, ce sont des préfabricants associés à 1 ou 2 entreprises pour des régions politico-économiques connues, à faire ça. Donc, les pièces se sont faites. Alors, nous avions tout découpé, les bâtiments et tout, de façon qu'il y ait une progression harmonieuse de la fabrication. Oui. Et quand on a jugé, après que c'est adjugé,
l'emprise est venue nous dire, j'ai dit, mais alors vous allez commencer. Non, non, on peut faire ce qu'on veut, parce que nous on travaille sur table. Donc tout ce que nous avions fait de boulot rationnel, etc., a été foutu en l'air parce qu'ils ont décidé de faire des grands éléments, non plus des petits, pour se simplifier la tâche. Et voilà, ça c'est pour Ces la grands construction. éléments, c'est quoi? C'était des appartements entiers? Non, Ou non, bien- non, non, c'est des grandes parois. Au lieu d'avoir des parois qui se montent en 3 bouts, c'était dans un bout. Ah oui. Les murs porteurs, si vous voulez, qui sont très épais. Ah oui. Et les dalles sont très épaisses aussi, ce qui assure les sonorités que je crois que tout le monde apprécie. Oui. Par contre, pour le revêtement de façade, comme le béton brut est toujours laid, il y a des grains, nous avons eu l'idée d'utiliser un fond de moule en relief que vous voyez toujours apparent Oui. et qui en fait efface les irrégularités du béton. Oui, et et lui puis donne- il permet des jeux de lumière qui sont intéressants. Voilà, voilà. Mais ça, c'est un travail énorme et ruineux pour nous. Alors, pouvez-vous me dire pourquoi on a choisi, et c'est pas vous qui l'avez choisi bien sûr, un terrain qui est situé entre deux grandes routes et une autoroute à grande circulation? Parce que on souffre ici que tout de même d'une pollution assez importante. Eh bien, la commune ne subventionne que des terrains, soit proposés par des coopératives d'habitation, ou lorsqu'elle prend des initiatives elle-même, elle ne peut le faire que sur ces terrains, Ah, voilà, quitte à oui. les sous-louer après, mettre des droits de superficie. Donc, dans l'action 63 de logement dont j'ai parlé peut-être tout à l'heure, ces terrains ont été coloriés comme terrains possibles pour être subventionnés. Alors je suis parti, alors c'est parce qu'elle était là, c'est parce qu'ils étaient là et pas ailleurs, si vous voulez. Mais je pense que dans l'évolution, j'aurais toujours souhaité que l'autoroute qui arrive à la Maladière soit l'aboutissement du canal du Rhône au Rhin et qu'il y ait plutôt quelques bruits de bateaux. Ah, et des chalands qui passent. Voilà. Oui, oui. Conclusion, cher monsieur. Eh bien, écoutez, oui, je crois qu'on peut dire que, enfin, ce quartier, je l'aime bien, qu'il est beau pour ceux qui ont les yeux pour le voir et l'aimer. Je vous remercie. C'était une joie Et de puis, je vous retrouver. remercie de nous avoir raconté tout Quelques cet anecdotes. historique et quelques anecdotes. Ouais.